I knew it, I had to go. I thought that I forgot. Move a little faster. So give me a sign, baby. Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue dans ce 5e épisode du Podcastologue, le podcast consacré à l'industrie du podcast, à ce qui s'y passe, aux innovations, au matériel et évidemment à celles et ceux qui en font ou qui souhaitent en faire. Mon nom est Stéphane Berthomé, je partage le micro avec Bruno Guglielminetti, réalisateur et producteur du balado Mon Carnet, et Philippe Chapeau, fondateur du magazine Podcast Magazine, dont le second numéro est déjà disponible. Comme vous le savez, cet épisode est désormais entièrement consacré aux sujets d'actualité et aux discussions sur l'univers du podcast. Alors, les sujets de la semaine, on commence tout de suite avec toi, Bruno. Est-ce que tu voudrais nous annoncer tes 2 sujets de la semaine? Écoute, on va s'intéresser aux gens qui seraient plus attentifs lorsqu'ils écouteraient les podcasts depuis chez eux, au show, les soirs de semaine. Et on va également regarder du côté de TikTok, qui est en train de faire des tests discrètement pour se lancer dans le merveilleux monde de la distribution des podcasts. Ah, ça, c'est intéressant. Philippe, toi, je crois que tu es allé chercher du côté de l'intelligence artificielle. Ouais, alors moi, on en parle beaucoup, cette intelligence artificielle, cette AI, et je me suis dit, tiens, je vais faire un petit tour pour le podcastologue de toutes les AI dont on peut avoir besoin, et dont certains ressemblent très étrangement et très fortement à Adobe Podcast, dont on a déjà parlé, et surtout ceux qui peuvent nous aider à créer de la musique pour nos podcasts. Ouais, ça tombe bien, j'en ai testé un il n'y a pas très longtemps, et je te dirai ce que j'en pense. Puis l'autre point dont j'aimerais que tu nous parles, c'est qu'on en a très brièvement parlé dans le dernier épisode, l'avant-dernier, puisque le dernier, c'était l'entrevue de Joël Ronet, que je recommande d'ailleurs, je vous recommande d'écouter cette entrevue. Honnêtement, là, et très sincèrement, il y a beaucoup de contenu là-dedans, c'est vraiment passionnant tout ce que Joël a à raconter sur l'industrie, qu'il connaît bien, puisqu'il est président de Binge Audio et le président du syndicat de la production indépendante. Donc, je vous recommande vraiment d'écouter cet épisode. Et avant de poursuivre, on parlera aussi du classement des podcasts. Parce que moi, il y a un truc qui me chicote un peu, c'est les services qui te donnent le classement de ton podcast, comme Podkite ou Chartable. Je reçois des courriels avec des classements de podcasts qui sont très farfelus pour le podcastologue. Donc, j'aimerais qu'on en parle, puis que vous me donniez un petit peu votre point là-dessus. Et enfin, je vous parlerai d'une expérience que j'ai réalisée extrêmement facilement et qui a fait gagner au podcastologue près de 50 places dans le classement Apple en moins de 3 jours, en 2-3 jours. C'était très facile à faire, c'était très efficace, puis il y a une leçon, je pense, à en tirer. Alors, évidemment, c'est le moment de placer que le partenaire de ce podcast est Edisound, qui donne au contenu audio la possibilité d'être placé sur différents sites web. Edisound propose d'ailleurs aussi un ensemble de services comme la monétisation et d'autres services. J'ajoute que le générique de cet épisode est tiré de la librairie musicale BAM Music, qui propose de la musique et des trames sonores pour vos podcasts. Mais avant de nous lancer dans nos sujets, messieurs, voici quelques actus du milieu du podcast. Alors, en mars prochain, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, se tiendra, toi Philippe, tu as dû en entendre parler, tu es au courant de tout, se tiendra à Paris au KGMAP une journée atelier et conférence intitulée Des podcasts et des thunes. C'est vraiment sur le thème est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec son podcast. Alors j'ai vu qu'il y avait des thèmes de conférences qui étaient assez intéressants, du genre comment j'ai fait un podcast sans jamais gagner d'argent, ou d'autres comment j'ai gagné $7,000 de commandite, 7 000 € de commandite sur un podcast. Ça a l'air intéressant, mais je pense que l'angle qui est abordé est un angle justement où on n'a pas l'air de se prendre très trop au sérieux, mais quand même d'aller dans le fond du sujet. Alors il y aura les références et les infos dans l'infolette du podcastologue sur LinkedIn ce jeudi. Oui, Bruno, tu veux... Est-ce qu'on sait si c'est uniquement en présentiel ou il y a quelque chose qui sera disponible en ligne? Ouais, c'est en présentiel. C'est en présentiel et j'anime une conférence d'ailleurs. Je suis désolé de vous l'annoncer aujourd'hui, mais combien gagne un podcast? Tu vois qu'il est dans tout ce gars-là. On a bien fait de le prendre dans l'équipe. Tu sais, il faut le tenir près de nous pour savoir exactement ce qu'il fait, pour faire gaffe. Autre info que j'ai beaucoup de plaisir à donner, notre partenaire Edisound a étendu son offre de players et de solutions d'écoute sur des nouveaux sites web. Il y a une entente qui a été signée avec Unify, qui est une sorte de groupe qui détient comme ça un ensemble de services de presse sur Internet. Alors il y aura le lien aussi dans l'infolettre. Et une avant-dernière info, un site que j'ai découvert, je ne sais pas s'il se spécialise là-dedans, mais en tout cas, il présente une série de données et d'infos statistiques intéressantes sur le podcast. C'est
Listen Notes. Ils compilent des données et ils expliquent qu'en 2022, on a lancé 80% de podcasts en moins qu'en 2020. Alors c'est drôle parce que ça fait écho à beaucoup d'articles que j'ai vus, le podcast va moins bien parce qu'on en lance moins, etc. Moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle de moins lancer de podcasts en 2022. Et aussi, je regardais les statistiques, c'est bien de voir, d'aller un peu plus loin parce que on se rend compte que 2020, c'est une aberration statistique en fait. Et évidemment, on se souvient de la Covid, puisque en 2019, il y avait 300 000 podcasts qui étaient lancés dans une sorte de courbe de progression, 200 000 l'année d'avant, etc. Et en 2020, on a dépassé d'un coup le million. Et on est redescendu tout de suite après, en 2019, en 2021, pardon, à 700 000. Donc, je trouve que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. On est tous confondus. Oui, bien sûr, bien sûr. Et dans la série des bonnes nouvelles, là, Philippe, tu vas pouvoir aussi réagir là-dessus, puisque en mars, vous lancez le podcast Tour, les séries de rencontres dans différentes villes de France. Tu nous en dis deux mots ? Ouais, alors en fait l'idée c'est qu'on organise depuis 2019 un radio tour où on va à la rencontre des acteurs de l'audio, de la radio, de l'audio et du podcast en région. On fait vraiment notre petit tour de France. C'est intéressant parce qu'on n'a pas le même public qu'on peut avoir au Paris Radio Show ou au salon qu'on organisait auparavant. Des gens qui sont vraiment sur le terrain, qui n'ont pas forcément le temps de monter à la capitale, comme on dit. Et donc on est allé les rencontrer en région. Et ce qu'on s'est dit cette année, c'est que on voulait aussi essayer de rencontrer les podcasteurs, toujours pour échanger entre nous. Donc, et les podcasteuses. Et les podcasteuses. Et donc la veille de chaque radio tour qui a lieu en avril, mai, juin, octobre et novembre, le premier jeudi de chaque mois, eh bien on a décidé que le mercredi soir d'inviter les podcasteurs qui sont souvent et les podcasteuses qui sont souvent on pourra le faire tout le temps comme ça peut paraître marrant, qui sont en région et qui souvent sont dans des communautés qui ne se connaissent pas. Donc au fond, vous organisez des petits apéros, discussions, rencontres. C'est un apéro de 2 heures. Les Français normalement appellent des meet-up. C'est ce qu'on a fait au Paris Radio Show. On a fait un meet-up. Il a même pas saisi. Paris, exactement. Il a même pas saisi la pique que tu viens de lui envoyer. Ouais. C'est parce que on fait une petite aparté, mais nous au Québec, on aime bien se moquer de tous vos termes anglais que vous utilisez. C'est tellement beau. Mais t'as vu, je l'ai même pas utilisé. C'est Bruno qui a utilisé meet-up. Moi, j'ai dit rencontre. C'était humoristique, mais bon. J'applaudis, merci. Bruno, on expliquera à Philippe un petit peu le sens de l'humour québécois. Des fois, c'est pas toujours simple à comprendre. Faut que je vienne. On va faire un radio tour au Québec. Ah bah oui. Et sérieusement, moi je trouve l'initiative fort intéressante de maintenant faire de la place dans vos rencontres, dans votre tournée, là, de faire des rencontres avec les podcasteurs, parce que dans certains cas, les podcasteuses. Et donc c'est assez simple. Ça va rester, je pense. Et ce qui est intéressant pour ceux qui participent, c'est que on demande simplement une participation forfaitaire. À l'intérieur de la participation de 15 €, on inclut un magazine, que ce soit le 1 ou le 2, qui peuvent prendre sur place et une boisson pour qu'on puisse boire un coup en même temps en faisant ça de manière agréable. Le 1 ou le 2. Il n'y a pas de thématique. Il n'y a pas de thématique précise. Non, en fait, c'est des rencontres. On va parler matos. Je vais prendre quelques micros. Je vais prendre des consoles pour que ceux qui veulent tester puissent tester. Donc ça va être sympa de se rencontrer pendant 2 heures, 18-20 heures. C'est inscription sur podcastmagazine.fr/tour. TOUR. Oui, ok. Écoute, ça a l'air vachement intéressant. Ça donnerait envie de... Vous avez combien de villes ? 5 villes, c'est ça ? Ouais, on fait Lyon d'abord en avril. Ensuite, on fait Nantes, Lille, Toulouse et Marseille. Ah ouais, bon. Voilà. Quand vous passez au Québec, vous nous faites signe. Ah mais avec plaisir. Moi, on trouve des partenaires, on vient tout de suite. Ça prend quelques billets d'avion. Mais vous auriez une belle communauté qui aime se réunir aussi autour d'une bière ou autour d'un verre. Ouais. Alors, avant de lancer nos sujets aussi, d'entrer dans le détail de nos sujets, vous vous souvenez qu'on a parlé pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant, puisque maintenant on a un épisode sur 2 qui est consacré à l'actu et l'autre à une entrevue. On avait parlé du chapitrage que Spotify vient d'ajouter à ses fonctionnalités. Et puis on se questionnait à savoir comment, est-ce qu'il y avait une sorte de lien automatique entre le chapitrage chez Ocha par exemple ou chez d'autres hébergeurs et Spotify. Alors j'ai interrogé mon contact chez Ocha, Tiana, qui est super gentille, super réactive, qui a toujours réponse à tout. Et elle me dit que oui, ils ont vu l'information évidemment et qu'ils comprennent que là il s'agit d'ajouter elle appelle ça des time temps.
dans la description d'une vidéo, un peu comme sur YouTube. Et je vous lis sa réponse. Elle dit: il est un peu trop tôt pour que je puisse faire une annonce sur le sujet, mais si c'est techniquement possible par rapport aux conditions de fonctionnement des chapitres tels que de renseigner dans nos flux RSS, nous l'ajouterons probablement à la roadmap. La roadmap, ce qui veut dire qu'ils l'ajouteront à leur to-do list pour leur amélioration technologique. Et elle me précise, c'est quand même important, c'est que la liste de plateformes sur laquelle le chapitrage de Ocha est effectif est quand même intéressant. Cette liste, il y a Apple Podcast, il y a Podcast Addict, il y a Pocket Cast, il y a AntennaPod, Overcast et Castro. Donc il y a que chez eux que le chapitrage fonctionne en fait. En fait, c'est ça, sur ces diffuseurs. Mais ça étant dit, moi, ce que je recommande aux gens qui nous écoutent, c'est d'intégrer le minutage à l'intérieur de l'espace où il y a le descriptif du podcast. Et donc, de cette façon, automatiquement, sur Spotify, sur YouTube et ailleurs, les gens pourront tout simplement cliquer sur... Et il y a un format particulier ou pas? Non, donc c'est bon pour tous les hébergeurs. Et donc, ce que ça permet, c'est que vous mentionnez l'élément et entre parenthèses, le minutage, à quel moment commence ce segment-là. Et lui, il va reconnaître, mais même si tu te plantes, si tu mets 1M12, il va dire 1 minute 12. C'est ça. Alors, ce que vous faites, le truc, c'est entre parenthèses, c'est le minutage. Donc, 0,3, 2,58 et les systèmes par eux-mêmes vont Et ça va être reconnu par le système. Ah, voilà. Donc, moi, je dis, soyons clairs, il faut quand même qu'il y ait un minimum de format. Donc, on met heure, 2 points, minute, entre parenthèses, pour dire à cet instant-là, vous avez telle chose qui se passe. Exactement. Ça, c'est le chapitrage de base. Et puis, par la suite, justement, avec des hébergeurs comme Ocha, qui est une excellente initiative qu'on peut seulement féliciter de le faire. On va continuer avec cette série quand même de chapitrages. Je vais demander, moi, à Heidenberg, est-ce que son chapitrage qui est à l'intérieur de son logiciel fonctionne avec tous les hébergeurs? Parce que c'est quand même ça qui est intéressant, parce que sinon, ça nous fait faire un double. En fait, entre ce que va faire un Hindenburg et derrière un Ocha où il va falloir refaire le chapitrage parce que lui, il est compatible avec certains distributeurs, ça me paraît quand même un peu... Mais je pense que si tu insères des timecodes directement dans ton montage, tu devrais en théorie le retrouver partout sur l'ensemble des diffuseurs, non? Ouais, mais ça dépend de quel logiciel tu utilises. Ouais. Et si la mise à jour a été faite parce que les normes... Et ça on en parlait la dernière fois, hein, ça va évoluer avec le podcast 2.0 et ce namespace qu'a mis en place, on en a parlé, le Podfather, et qui fait que bientôt on va pouvoir avoir intégré tout ça dans les tags directement du podcast 2.0. Exactement. Moi, il y a un truc que je comprends pas, Bruno, c'est que quand tu dis que si tu respectes la mise en place technique, c'est-à-dire parenthèse, heure, 2 points, minute, fermer la parenthèse, on va automatiquement le retrouver. Mais comment les gens vont aller pas les directement gens, à la séquence? C'est Spotify et Deezer qui le calculent automatiquement. Ah ouais. Et il peut pas y avoir de décalage, il peut pas y avoir de perte. Non, parce que essentiellement, lui, il part du début de ton podcast. Petite colle. C'est 0,0. Je comprends, mais avec ou sans pub. Voilà. Si on t'insère une pub là-dedans, comment ça se passe? C'est à partir du début de ton fichier. Toi. Et donc, pas du pre-roll. Si tu as de la pub dans ton fichier, tu la calcules dedans. Si tu n'as pas de pub dans ton fichier, tu la mets pas. Tu sais pas ce qu'ils vont mettre comme pub devant. Ouais, mais sauf que tu connais pas exactement la durée de la pub que tu vas avoir aussi. Si tu la mets dans ton fichier, si. Ah, si toi tu la mets, mais si tu as une pub en insert. Ah non, mais elle n'est pas comptée là. Elle va pas être comptée. Non, ils comptabilisent. Tu sais pas, des fois il y a 2 minutes. Oh, l'autre jour il y avait 2 minutes 30 de pub, infernal. Ouais, c'est vrai que moi j'avoue que les podcasts avec 2 minutes et demie de pré-roll, là c'est lourd. Et j'en avais même eu une l'autre jour en américain sur un podcast français. Une pub américaine, mais qui était vraiment dans le Missouri, un truc complètement décalé. Alors là, je me suis dit, mais... C'était sur quelle plateforme? Je sais plus sur quelle plateforme. C'était... Mais je comprends pas qu'ils les géolocalisent pas. Les géolocalisent pas, ça n'a pas de sens. Normalement, c'est ça. Hein? Ouais, ça a peut-être monté. Bon, alors, à propos sans aucun rapport avec le sujet, Bruno, parle-nous... J'ai hâte de voir le lien. Oui, c'était pas facile. Bruno, parle-nous du moment préféré pour les gens d'écouter le podcast. D'où est-ce que tu tires cette info, si c'est pas une question piège?
Non, c'est pas une question piège. Je savais que tu allais me la poser. C'est l'Université de York et ça a été fait en collaboration avec les gens du service de recherche et de développement de la BBC. Alors, eux se sont intéressés à savoir où les gens étaient en meilleures conditions pour écouter le podcast. Et donc, ils se sont rendus compte que c'était les soirs de semaine, lorsque les gens écoutaient le podcast à partir de leur résidence principale. Puis entre nous, c'est un peu logique, hein? Ça veut dire que tu es plus disponible, tu fais un choix d'écouter un podcast seulement ou sinon de faire une tâche et d'écouter un podcast. Mais c'est là où les gens sont les plus réceptifs. Sinon, bien évidemment, ce qui découle, puis je vais chercher différentes... Je suis passé à travers la recherche, elle est disponible en ligne. Et ce que j'ai trouvé sympathique, c'est qu'on se rend compte que les gens écoutent même s'ils sont chez eux, là, les gens écoutent, il y a 71% des répondants de cette étude-là qui disent écouter ça à partir d'écouteurs. Alors que ce soit des casques d'écoute ou que ce soit des petites oreillettes de téléphone là, qu'ils ont à l'oreille, et bien qu'ils soient chez eux et que leur résidence soit dotée de haut-parleurs, que ce soit des bornes intelligentes ou que ce soit vraiment à partir d'un système de son. Et en ce qui concerne ces gens-là qui ont donc des assistants personnels ou des chaînes hi-fi, comme à l'époque, c'est 29%. Il y a quand même une personne sur 3 à la maison qui écoute des podcasts à partir d'un bon équipement. Mais de là encore l'importance, hein, ce que ça veut dire. Tu veux dire, il y en a 1 sur 3 qui écoute au casque, c'est ça, ou avec des écouteurs? C'est 1 sur 3 qui écoute avec des enceintes. OK. Tandis que le reste, la balance, colossal. écoute avec des casques. Mais ce que ça amène... Et ça fait beaucoup. Ouais. Ça voudrait dire qu'il y a 2 sur 3 qui écoutent avec des casques. Ouais. Et ça, J'espère qu'ils n'ont pas des familles, ces gens-là, Ouais. parce que J'espère qu'ils n'ont pas des familles, ces gens-là, parce que ça fait une drôle de vie à la maison quand tu te balades. Moi, j'interdis à mon fils de se promener dans la maison avec ses écouteurs et de nous parler pendant qu'il est en train d'écouter de la musique. Même pour faire la vaisselle. Mais il la fait pas. Il la fait pas la Ouais, vaisselle. mais ça, mon vieux, il y a ce qui s'appelle un lave-vaisselle. Hein. C'est fini, ça. Moi, je travaille. J'écoute au casque quand je fais la vaisselle. Non, et puis je pense que c'est plus agréable. C'est plus agréable. C'est quand même plus agréable d'écouter au casque parce que le podcast est quand même un média de l'intime. Et quand tu as des écouteurs, c'est quand même beaucoup plus intime que quand tu écoutes ça sur une HomePod. Et c'est drôle parce que moi, on avait vu des études qui disaient que c'était beaucoup le matin que les gens écoutaient du podcast. Je pense qu'il doit y avoir des temps. C'est sûr que. Oui, mais attention, l'étude parle du moment où ils se sentent le mieux, où les gens sont intéressés par le contenu du podcast. Donc, où ils sont le plus réceptifs. Et c'est là qui est intéressant. C'est pas le nombre d'écoutes. Le nombre d'écoutes, c'est le matin, mais le matin, les gens c'est un peu comme les radios du matin ou les télés du matin. Les gens sont en train de se préparer, en train de faire autre chose. Tandis que là, il y a vraiment un moment de qualité d'écoute. Alors, si vous avez un jour à déplacer ou à proposer un temps d'écoute à vos auditeurs, si vous leur proposez d'écouter ça en soirée, pas nécessairement en fin de soirée parce qu'ils vont s'endormir sur vos propos, mais il y a comme un moment qui est important. Ça, je trouve, j'avais jamais vu sur le sujet. C'est plus fin comme étude. Ce qui est intéressant, c'est que si tu te fais dire, toi, t'es un podcast du matin, tu comprends que t'es pas très écouté, t'es pas écouté sérieusement. Par contre, si tu te fais dire, toi, t'es un podcast du soir, là, ça veut dire que tu intéresses les gens. C'est bien. Ouais. Oui, tout à fait. Mais pour l'anecdote, j'ai 2 histoires là-dessus. Il y a un monsieur qui un jour m'avait dit, ça c'était dans la première version de mon carnet, les rythmes qui faisaient la transition entre les sujets étaient plutôt punchés. Étaient forts. Punchés. Et à un moment donné, j'avais un auditeur qui m'avait dit, j'aime bien votre podcast, mais j'ai de la difficulté à l'écouter parce que j'essaie de l'écouter le soir pour m'endormir, mais votre musique me réveille toujours. Non, Et moi, je lui avais répondu, je dis, c'est gentil, mais faut pas. Jamais je vais essayer de vous endormir avec mes sujets. Est-ce que tu as essayé mon carnet en version ASMR? Moi, j'aimerais bien écouter du Bruno, du Biomimétique. Je vais essayer, mais je sais pas. Ça doit être bizarre. Oh, tu me donnes des frissons. mais l'autre anecdote, c'est des gens qui me disent, et ça, j'adore ça, c'est que les gens me disent qu'ils écoutent mon carnet en faisant leurs courses. Pas leur commission, leur course à pied. Quoique... Leur course à pied? Ouais. Ah oui. Mais quoique leur Bruno, commission... je suis désolé, Bruno, tu viens de dépasser ton quota de non. name dropping de mon carnet. Il a fait plus de 4. Plus de 4. Non, mais écoute, mais je vais atteindre... Sinon, on va être obligé de rattraper Podcast Magazine 3 fois encore. Il y a Podcast Magazine. Je peux vous raconter une dernière anecdote, puis après, je me tais. Tu parles de pendant des courses. L'autre jour, je pense que ça date d'environ il y a 1 mois, je suis en train de faire les courses dans une épicerie. Il y a un monsieur qui me fait signe en montrant son casque.
Et là, je le regarde en disant, je comprends pas. Il était en train de t'écouter. Il était en train de m'écouter. Mais là, il a bien vu que je comprenais pas. Énorme. Il lève ses écouteurs et dit, je m'excuse, mais je vous écoute présentement. Ben, j'ai dit, bonne épicerie. Oh, c'est beau. Ça, C'est un beau, peu hein? comme dans la Matrice. Tu es là en face de lui, mais tu es dans ses oreilles en même plus, temps. ouais. C'est entre quasiment ses la deux Matrice. oreilles. Ouais. Ouais, non, mais si on peut résumer quand même, Bruno fait la vaisselle et fait les courses. Ouais, il sait bien se placer. Ouais, non, mais j'avais pas remarqué. C'est très, très finement amené. Bon, revenons à Bruno. Bruno, tu voulais nous parler d'une initiative secrète, discrète de la part de TikTok. Qu'est-ce qui nous prépare? Ouais, ben, ils sont en train de tester une nouvelle fonctionnalité qui va permettre aux utilisateurs de TikTok, aux milliards d'utilisateurs un jour de TikTok, d'écouter des podcasts tout en regardant leurs vidéos préférées. Et ça, j'avoue que je trouve ça intéressant parce que, bien évidemment, l'intérêt de TikTok, c'est d'aller chercher une part du 2 milliards de dollars qu'on prévoit être dépensés en revenus publicitaires dans le monde du podcast. Alors, s'ils peuvent avoir une façon d'offrir des podcasts à leurs utilisateurs, c'est justement pour ça qu'ils sont en train de tester. Alors, l'idée là-dedans, c'est qu'il y a un onglet qui apparaît chez les bêta-testeurs, ceux qui ont vu apparaître cette fonctionnalité. Il y a un onglet qui inscrit le podcast avec un S, donc il y en a plusieurs, qui permet de sélectionner un podcast, pas nécessairement vidéo. L'idée, c'est un podcast audio. Et par la suite, de pouvoir poursuivre l'écoute, peu importe ce que vous faites. Donc, il joue en arrière-plan. Alors, C'est un player en fait de exactement. podcast. Et de là l'intérêt. Donc, vous pouvez continuer à regarder des vidéos tant que vous voulez, évidemment sans son. Et sinon, même quand vous fermez l'application, le lecteur de podcast, lui, continue à vous offrir, un peu comme on a vu avec les Spotify ou les autres plateformes. L'idée étant que c'est un lecteur de podcast audio qui vous propose. C'est un peu étrange quand même, non? Ça vous semble pas un peu étrange de... Moi, je trouve ça très étrange. Alors, pour TikTok, c'est vrai que c'est étrange parce que ce qu'ils cherchent, c'est à avoir la garde de l'attention et surtout à faire en sorte qu'on soit des légumes le plus possible, à continuer à naviguer entre vidéos de 3 secondes. Et c'est surtout la découverte musicale qui est connue pour TikTok. Donc, c'est surprenant, en effet, qu'ils remplacent les musiques qui sont souvent utilisées sur les vidéos par un podcast à écouter simplement pour voir des vidéos où principalement c'est le son qui est important sur TikTok. Donc c'est vrai que c'est étrange. Oui, mais ce qui est intéressant pour eux, c'est évidemment d'aller chercher une part de marché des gens qui consomment du podcast parce qu'on en revient toujours au même principe. Hein. Le temps qui est accordé aux vidéos ou à l'écoute ou au regard de la vidéo hors de leur application, c'est du temps que eux perdent. Alors, s'ils peuvent garder un amateur de podcast sur leur application et leur présenter des publicités, c'est de l'argent qui revient dans leur coffre. Vu sous cet angle, c'est-à-dire que les gens vont continuer à écouter leur podcast en allant scroller sur des vidéos de 3-4 secondes et vont donner un peu d'attention, mais pas trop. Ça dure plus qu'une minute maintenant, si tu veux, les vidéos. On n'est plus dans la chorégraphie de 3 secondes. Ouais, c'est quand même, ça reste quand même, mais c'est intéressant de le savoir, et puis c'est intéressant de suivre cette initiative, parce que ce que ça dit aussi, c'est que tout le monde cherche à s'approcher de l'univers du podcast et à se donner une poignée sur l'univers audio. Ouais. Et probablement que c'est une question de mois avant que ce soit un autre endroit où les podcasteurs devront assurer d'avoir un référencement de leurs produits. Ouais, parce que après derrière, c'est quel moteur de recherche ils vont avoir, comment est-ce que tu vas trouver un podcast. En fait, parce que c'est toi qui ajoutes le flux que tu veux, ou alors c'est des podcasts qui sont proposés, tu sais pas. Écoute, le détail n'est pas encore annoncé. Là, on sait juste qu'ils sont en train de faire des tests et de permettre aux gens d'utiliser. L'idée dans ce test-là, c'est de savoir, ça sera quoi l'utilité pour le client moyen de TikTok. Est-ce qu'il va l'utiliser? Est-ce qu'il ne l'utilisera pas? Est-ce qu'il va retourner à Spotify pour écouter son podcast en arrière-plan pendant qu'il va sur TikTok? C'est ça qu'ils veulent voir. Cela dit, s'ils le font, c'est qu'ils savent qu'il y a un intérêt et que ça va leur apporter quelque chose, parce qu'on est sur la guerre de l'attention. Eux, ils arrivent à avoir cette guerre de l'attention avec des vidéos très courtes et avec une méthodologie qui fait que les influenceurs sont très embêtés par l'algorithme. J'en parlais avec Fabien Olicard là, dans le magazine numéro 2, où lui nous disait que, je pourrais prendre un petit extrait, que pour lui, la TikTokisation de la société était un danger énorme
énorme pour les influenceurs et pour les créateurs de contenu, parce que tu ne contrôlais pas les algorithmes et que tu ne pouvais pas, par ce biais, parler de quelque chose et être sûr que tous tes abonnés le voient, puisque ça n'a rien, il n'y a aucune logique entre ce que tu publies et le nombre d'abonnés que tu as. Ouais. Bon, à propos de logique, on revient à ton sujet, Philippe, l'intelligence artificielle. Parle-nous de ça, tu t'es rencardé un peu là-dessus ? Alors, c'est pas que je me suis regardé, c'est que je m'y intéresse fortement, parce que l'intelligence artificielle, elle fait parler, elle fait couler beaucoup d'encre. Hein, Qui n'a pas entendu parler de ChatGPT cette semaine ou la semaine d'avant, ou qui n'en entendra pas parler la semaine prochaine, c'est sûr. Oui, parce qu'on parle de ChatGPT, mais il y a énormément d'autres intelligences artificielles qui existent et souvent dont on n'entend pas forcément beaucoup parler. Donc, parce qu'elles sont pas présentées comme des intelligences artificielles de prime abord, mais plus comme des outils. Et dans le domaine du podcast, il y en a des outils comme ça qui utilisent l'intelligence artificielle. Oui, et beaucoup plus qu'on croit en fait, parce que l'intelligence artificielle, on en parle un peu à toutes les sauces et certaines fois, il y en a qui l'utilisent sans vraiment communiquer dessus. Mais là, l'idée, c'était de voir un peu des applications qu'on a vues certainement passer, que vous avez certainement vu passer sur différents réseaux. Mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, je voulais faire une petite liste très, très courte. Il y en a 6-7 dont on va parler. La première, c'est d'abord, on avait parlé de podcast, d'Adobe Podcast et de cette capacité à supprimer des bruits, des parasites, des choses comme ça. Il y a 2 applications que je vous invite à aller tester, et notamment la première qui s'appelle Krisp. Krisp.ai, Krisp.ai. Et alors, ce qui est marrant sur Krisp, quand vous vous inscrivez, alors, il faut quand même noter au passage que toutes ces intelligences artificielles, c'est gratuit au début, vous avez un certain nombre de crédits, ils vous prennent votre mail, ils vous prennent votre numéro de téléphone portable pour avoir le code de confirmation. Donc déjà, ils prennent toutes vos datas. Et puis, ils vous donnent accès à un truc gratuit qui, comme on l'a appris récemment, ChatGPT va devenir payant à partir dans très très peu de temps. Aujourd'hui, tout est gratuit, mais les requêtes seront payantes très vite. Et donc, il y a un certain nombre de services qui existent, et donc Krisp est un des services comme ça. Alors, ce qui est impressionnant dans ce service, c'est que vous pouvez cliquer, vous amuser à tester en bas une fois que vous êtes inscrit. Vous avez mais même, je me demande si vous pouvez pas tester sans être inscrit. Vous avez à un moment quelqu'un qui parle et avec un chien qui aboie par-dessous, qu'on entend par derrière, et vous activez l'intelligence artificielle et la voix et le chien qui aboie disparaît. Vous avez un bébé qui pleure et vous cliquez sur le truc et ça enlève la voix de bébé qui pleure. Donc en fait, c'est un outil qui est fait pour tous ceux qui font des podcasts avec des micros ou avec un environnement bruyant et qui veulent enlever des bruits récurrents par derrière. Donc c'est la première appli d'intelligence artificielle qui supprime en fait soit des voix, soit des échos, soit des bruits de bébé, soit des choses assez récurrentes, et c'est assez impressionnant. Ouais, il y en a plusieurs qui font ça quand même, mais eux, ils le font. Alors, ils annoncent, si j'ai bien compris, ils annoncent que c'est principalement pour les appels pendant que tu fais des conférences, des appels conférences. Oui, parce que c'est un plugin. Voilà, mais ça peut marche être aussi pour le podcasting. Exactement. Et donc ça supprime en temps réel. Bon, ça t'évite de le faire au montage. Ceci dit, au montage, il y a d'excellents outils qui font ça aussi. Mais c'est bien parce que ça va. Pardon, je te coupe, Philippe, mais ça dit quelque chose sur l'univers du podcasting en ce moment. C'est que ça va vers d'abord une automatisation des procédures de simplification de la mise en place d'un bon podcast, et en même temps, on vient de plus en plus vers en amont, c'est-à-dire que on enregistre de meilleure qualité, on supprime et on filtre et on dénoise, etc. en amont, et ça supprime. Et je vois Bruno qui a le regard dans le vide, mais on est en train. Non, mais quelque part, ce que ça questionne, c'est le travail de réalisateur derrière, c'est le travail de post-prod derrière, parce que en plus, il y a des outils de post-prod qui s'installent. Alors, c'est quand même. Alors, il faut pas rêver. On est quand même dans des choses il faut. Si vous pouvez
à la source éviter ce genre de nuisance, faites-le. On vous le conseille tous. On est tous des producteurs de podcasts d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai que si votre source est propre, vous empêchez beaucoup de choses. Et même si vous avez des outils comme ça, comme Crisp, qui peuvent se faire à la volée, c'est-à-dire vous lancez Crisp et en même temps, ça vous enlève les nuisances et le bruit de fond et les choses comme ça en direct, c'est quand même à éviter si vous le pouvez. Ça bidouille quand même d'une certaine façon la structure de ton enregistrement. Oui, tout à fait. Donc vous avez quand même des artefacts qui viennent se glisser parce qu'on enlève quand même des fréquences sur votre fichier son et des compressions de toute façon qui vont à terme vous poser des problèmes. Donc si on peut l'éviter, c'est quand même. Mais à noter cette petite application qui est marrante à aller tester pour ces bruits si vous les avez sur vos podcasts, les enlever sans avoir à utiliser des applications sans avoir à utiliser Bruno de plugins. Voilà. Ou Bruno. Mais à éviter si vous faites un podcast qui concerne les chiens ou les chats. Ou les enfants. Regarde ou les comme enfants il est malin, celui-là. Moi, je ne sais pas qui a envie de lancer un podcast avec des enfants qui pleurent, mais je veux bien. Non, mais les podcasts sur ça. les animaux, attends, il y a des marques d'aliments pour animaux, etc., qui ont lancé des podcasts ici au Québec. T'as autre chose à nous vendre? Le deuxième, alors le deuxième, on va aller très vite sur les autres parce que si on continue, on va faire 1h30. Mais c'est très intéressant. On a Clean supprimé Voice, l'entrevue pour faire des épisodes plus courts, donc on est bien parti. Donc Clean Voice en fait c'est un peu la même chose que Adobe Podcast, ça supprime les parasites, donc c'est cleanvoice.ai. Et là, cette petite intelligence artificielle, elle fait ce que font déjà certaines applications, dont Descript. Ça enlève le bégaiement, les sons de la bouche. Vous savez, les petits comme je fais là, par exemple. Donc, et ça peut aussi enlever les parasites. Donc ça, c'en est un autre. Ouais, voilà, les petites choses que vous faites avec vos bouches. Ouais. Donc ça, c'est la. Est-ce que tu l'as testé ou pas? Non, Alors celui-là, je l'ai pas testé. J'ai testé Crisp.ai et c'est assez impressionnant. Clean Voice, je l'ai pas testé parce qu'il ressemble beaucoup à ce qui se fait sur d'autres intelligences artificielles, comme sur Descript notamment. Donc Descript, quand même, ils ont aussi une intelligence artificielle à l'intérieur qui permet de faire pas mal de choses. Question. Ce qui est embêtant avec ces outils-là, par exemple, c'est que évidemment, ils sont conçus d'abord et avant tout pour la langue anglaise. Et justement, quand vient le temps de nettoyer des enregistrements en français, à l'occasion, moi, j'ai eu de vilaines expériences où un E qui, lui, devait être là pour la prononciation d'un mot, disparaissait systématiquement. Et c'est le problème. Avec Voilà. le nettoyage. C'est-à-dire qu'il y a rien n'est parfait. On est quand même au démarrage de ces intelligences artificielles. Oh, tout à fait. Et ce qu'il faut dire, et j'en parlais avec Autot, qui est une solution aussi de transcription en fait de voix vers le texte, qui est vraiment très qualitative. Ils ont plus de 95% de réussite sur leur transcription, qui est aussi de l'intelligence artificielle, et qui disait que la transcription automatique, elle demande quand même derrière, quoi qu'il arrive, un travail manuel. C'est-à-dire qu'il faut de toute façon faire relire ça par un journaliste, et c'est ce que propose Autot. Vous pouvez aller regarder Autot, c'est AUTHOT. Il y a même un tréma sur le haut, mais vous n'avez pas besoin de mettre ça sur votre moteur de recherche. Vous regardez, c'est une société française qui fait ça et qui vous permet d'avoir une qualité de retranscription et qui fait aussi du sous-titrage à la volée. C'est-à-dire que pendant que vous faites votre événement, ils vont sous-titrer en direct et en plus traduire en direct. C'est-à-dire que vous êtes capable de traduire. Mais corrige-moi, Philippe, si je me trompe, mais il n'y a pas de version gratuite de ça. Autot est une solution payante qui est assez chère, mais parce que justement, ils vous font vraiment gagner ce que dans les Descript ou dans ces applications-là, et c'est pour ça, et j'en revenais à ça, c'est-à-dire que oui, ça va enlever des choses parce que ça apprend, mais ça met du temps. Alors, on peut quand même noter que Clean Voice fonctionne aussi en français ou en allemand, c'est-à-dire que c'est du multilingue, ce qui n'est pas le cas de tous les logiciels qui font ce filler sound rumor, c'est-à-dire c'est enlever en fait les petits E, les petits M, les choses comme ça. Mais en effet, sur des solutions comme ça, c'est perfectible, et donc il y a toujours une action manuelle à faire, et c'est ce que propose Autot dans ses services, et c'est pour ça que c'est payant et que c'est plus cher. C'est parce que vous avez quelqu'un qui va vérifier ça, et ce que vous récupérez, eh bien, c'est vraiment du propre. Voilà. C'est impeccable. Ouais, et puis il faut le dire, là, moi j'utilise Descript notamment pour faire tout simplement de la transcription d'entrevues qui durent des fois 2 heures ou 3 heures.
Il y a beaucoup de déchets là-dedans. Il y a des mots qui sont pris pour d'autres mots. Bon, mettons que ça va à 60 à 80 et quelques % d'efficacité. Il reste qu'il y a beaucoup de déchets. Et puis, mais ça, c'est quand même très pratique pour gagner du temps. Ça fait un bon canevas. Ça fait un très bon texte de base pour suivre où est-ce que t'en es dans ton entrevue. D'autres solutions par rapport à tout ça. Juste un petit point quand même, Philippe. Il faut rappeler à nos auditeurs auditrices que il y a un élément essentiel dans le montage audio, et c'est sûrement pas Bruno qui va me contredire. C'est que les les hésitations, les temps, les silences ne sont pas systématiquement à supprimer. C'est quelque chose qui fait partie du phrasé de certaines personnes. Moi, j'ai beaucoup de dans mon phrasé. On les supprime un petit peu, mais faut pas tout le temps penser que automatiquement on va couper ça. Ce que font d'ailleurs une partie de ces logiciels, parce qu'on perd le rythme de la personne, on perd le sens de sa réflexion quand quelqu'un dit un souvent. Et je sais pas si vous avez réécouté l'entrevue avec Joël, mais Joël, c'est quelqu'un qui prend du temps avant de faire sa réponse, et on l'entend dans son hésitation, qui en fait est une réflexion avant de lancer sa phrase. Et ça fait partie, moi je trouve, de la discussion et de ce qu'on a envie d'entendre quand on écoute une entrevue, c'est de savoir que la personne est en train de réfléchir à la réponse avant de la donner. Si on le supprime, évidemment qu'on va perdre ce petit élément là de. Mais ça c'est la génération YouTuber qui coupe très proche toutes les phrases pour que y ait pas d'erreur et que ça s'enchaîne très vite. Donc ça c'est un peu le montage YouTube, qui est quand même une aberration en montage vidéo, mais qui fonctionne aujourd'hui et qui fait que c'est la norme chez les YouTubers. Mais je pense ça commence à changer un peu. Les YouTubers font évoluer un peu leur manière de monter. Donc je pense que oui, en effet, je suis complètement d'accord. Il faut laisser le plus naturel possible. Et ce genre d'application, il est fait pour montrer que c'est possible de le faire. C'est quand même, encore une fois, à utiliser avec modération, comme tout ce qu'on peut faire avec ces outils-là, et plutôt garder le naturel de l'enregistrement, bien entendu, puisqu'on est dans le podcast souvent sur un temps long, et que ce temps long, on a les auditeurs qui nous donnent cette chance d'avoir ce temps long, ce qui est très rare aujourd'hui dans les médias en général, de pouvoir avoir des gens qui nous écoutent longtemps. Donc ça en fait partie. Donc oui, gardez le naturel si vous le pouvez. Tiens, d'ailleurs, à un moment donné, on parlera du temps de rétention du podcastologue qui est plutôt bon. Là, j'ai été surpris de voir les chiffres du temps d'écoute par épisode. On a des épisodes qui sont complétés à 80%, d'autres quasiment à 100%. Et ça, c'est vrai que c'est un élément important. L'autre truc que ça nous dit aussi, moi je le vois un peu comme une question philosophique, c'est-à-dire que on le sait que le podcast c'est le temps de l'écoute, c'est le temps de la réflexion, donc c'est normal que les gens n'aient pas un débit qui soit hyper rythmé, mais on sait aussi que YouTube, il faut qu'il y ait une énergie. Quand tu regardes une vidéo d'un YouTuber sur quoi que ce soit, c'est monté pour être dynamique. Cette dynamique-là, elle est très différente dans la logique, elle est très différente de celle qu'on installe dans un podcast. Donc ça se retrouve dans le montage, évidemment, Bruno. Oui, c'est fait pour être un légume en train de regarder, et donc tu es abreuvé, et tu veux pas changer, tu vas changer, tu vas voir une autre vidéo et t'es abreuvé. Non, mais il y a des trucs, le podcast, c'est autre chose. Caricaturons pas, il y a des trucs intéressants sur YouTube. Mais si, c'est vrai. Non, mais il y a des trucs. Mais je dis pas que c'est pas intéressant. Il y a des trucs super intéressants sur YouTube et qui sont pas des trucs à destination qui te rendent pas légumes. Il y a par exemple moi j'utilise beaucoup de vidéos YouTube de gens qui donnent des explications techniques sur des points particuliers, notamment quand j'ai acheté la Rodecaster, je préfère regarder une vidéo YouTube d'un gars qui m'explique comment fonctionne la Rodecaster que de lire un mode d'emploi. Après, tu es toujours amené à lire le mode d'emploi parce que finalement le fine-tuning il est là-dedans. Mais bon, c'est pour ça, écoutez du podcast. Écoutez du podcast. Bon, continue avec la liste de nos options logicielles. Alors, après Crisp, Clean Voice et Autot, donc Autot c'est authot.app, A2P, on a, et vous le connaissez, pour ceux qui connaissent Acast, il y a un outil qui permet d'enregistrer des podcasts carrément dans un studio et directement depuis un ordinateur, c'est podcastle.ai, qui est aussi disponible indirectement sans forcément être sur Acast, même si les utilisateurs d'Acast, vous avez cette application qui est inclue dans votre, même s'il n'y a pas d'abonnement chez Acast, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais vous l'avez à l'intérieur d'Acast. Donc Podcastle,
castle.ai, eh bien, c'est un outil qui est assez intéressant pour monter carrément son podcast directement en ligne sur un navigateur et qui fait des choses assez remarquables. Donc, je vous laisse aller regarder podcastle.ai. Et ensuite... J'apprends plein de trucs. Moi, je sais pas toi, Bruno, mais moi, j'apprends plein de trucs. Donc là, c'est un tout en un. À Podcastle, c'est bluffant. Donc, tu enregistres, tu montes, tu édites et tu le mets en ligne. Exactement. Okay. C'est vraiment clé en main. Et Acast a fait un partenariat avec eux pour avoir un abonnement. Alors, je sais pas quel est l'abonnement qui est inclus dans Acast, mais il y a un abonnement freemium. Et je pense que ça permet aussi à Podcastle de générer des nouveaux leads pour après souscrire à des abonnements payants chez Podcastle. Or, honnêtement, alors il y a une offre gratuite à $0, donc 0 € aussi, avec quelques limitations, avec un watermark, une inscription, comme toutes les etc. intelligences artificielles d'ailleurs. Vous avez toujours une offre gratuite, avec 30 minutes d'export ou des trucs comme ça. C'est ça. Il y a une offre moyenne qui est quand même assez raisonnable. Moi, je trouve qui est à $12, donc qui doit être dans les mêmes eaux en euros, à environ peut-être 10 € ou quelque chose comme ça par mois. Et puis il y a une offre à 23,99 pour être précis. Donc autant dire 24. Ouais, c'est intéressant. C'est sûr que c'est des formules pour des gens qui se lancent, par exemple. C'est une formule intéressante. Après, on peut discuter du fait que ces formules tout en un, elles ont un gros avantage, c'est que c'est un tout en un. Elles ont un gros inconvénient, c'est que c'est un tout en un. Ce qui veut dire que tu n'as pas la fluidité, la souplesse, l'adaptabilité, la variété d'options que tu peux trouver en allant chercher chacun des logiciels. Si tu enregistres avec un logiciel, que tu fais le montage avec un logiciel, que tu exportes avec un autre, ou que tu fais du traitement audio, tu vas certainement nous parler des options de traitement audio, de mastering, avec un autre logiciel encore différent, ou si tu utilises des plugins au sein de ton logiciel, chaque plugin est quand même conçu dans un but extrêmement bien précis et va le faire de la meilleure façon qui soit. Ces logiciels-là, ça reste un petit peu quand même la bouillabaisse du podcasting. Tu sais, tu mets un peu tous les ingrédients au même endroit et roule. Donc c'est pas si mal que ça, mais ça reste quand même qu'à un moment donné, ça manque de finesse ou ça manque de détails. Disons que quand tu démarres, tu peux utiliser un outil comme ça. Je pense qu'il faut le tester. Il faut voir à quel point il va être utile pour ta manière et ton utilisation personnelle que tu as de la création de ton podcast. Et il y en a qui vont préférer être sur plusieurs outils et d'autres qui vont vouloir avoir tout en un. Je pense qu'Adobe Podcast, quand il sortira, va vouloir, à mon avis, prendre la place d'un tout en un et enlever plein d'applications qu'utilisent des podcasteurs aujourd'hui. Et c'est vrai que Podcastle, c'est un peu comme du Descript, sauf que c'est foutu différemment. C'est un peu moins usine à gaz que Descript. Et ça permet il y a des fonctionnalités intelligentes de text-to-speech, de Magic Dust, c'est-à-dire de nettoyage automatique, de transcription audio. Donc et après de text-to-speech, c'est-à-dire que ça fait la transcription et ça vous régénère de la voix artificielle derrière de vos sous-titrages. Donc c'est assez. C'est quand même, oui, non, mais c'est impressionnant. En soi, c'est impressionnant. Et puis ça ne va pas cesser de s'améliorer. Non, ça va pas cesser de s'améliorer. Donc ça, c'est à noter dans la liste des intelligences artificielles à tester. On joindra les liens là dans les descriptifs et dans l'infolettre. Ouais. Et ensuite, je me suis dit, je vais aller voir du côté de la musique parce que toutes ces ressources musicales que l'on utilise et qu'on va chercher sur, alors il y en a qui vont sur Canva, il y en a qui vont sur des librairies musicales. Je me suis dit, il doit y avoir des choses qui existent en termes de création de musique qui soient libres de droit, qui nous permettent de créer notre propre musique pour notre podcast un peu comme on veut. Et là, j'en ai trouvé. Alors il y en a un certain nombre. Il y en a à peu près une dizaine aujourd'hui qui sont. Il y en a une dizaine qui fabriquent qui t'aident à concevoir de la musique. Ouais, identifié et identifiable. Celle que j'ai commencé à tester, c'est Beethoven. Ouais, je l'ai testé aussi. Donc Beethoven qui est là vraiment assez simple. On va dire, c'est pas vraiment du grand art. Ça vous permet de générer, on va dire, c'est des loops de samples qui sont donnés, on va s'entendre, c'est pas super là, honnêtement. Non. Par contre, donc on va passer sur Beethoven, mais ceux qui veulent aller tester, vous pouvez aller tester. C'est Beethoven, Beethoven.ai. Comme un beat. Ouais. Et ensuite, vous avez Sounddraw. Alors là, Sounddraw, on arrive sur quelque chose qui est beaucoup plus sérieux, puisque Sounddraw, c'est SOUNDRAW.io.
et pas .ai.io. Et là, on rentre dans des musiques d'ambiance qui sont assez intéressantes, mais on reste dans de la musique d'ambiance. C'est-à-dire que vous voulez avoir un petit bed, ce qu'on appelle le bed, c'est-à-dire un fond musical pour votre podcast, pour votre intro, pour une ambiance particulière. Eh bien, ça va vous générer des musiques d'ambiance et c'est pas mal foutu. C'est assez simple de fonctionnement et ça vous permet de pouvoir faire vos petites musiques. Et après, bien entendu, comme dans toutes les intelligences artificielles, vous avez une version gratuite où vous pouvez utiliser quelques sons et après, il faut payer si vous voulez aller plus loin. Là où Tu nous rappelles le nom de ce logiciel? Ça s'appelle SoundDraw avec un D, bien sûr. Ah oui, ok. SoundDraw, c'est dessiner le son. Ouais. Mais il n'y a que un D, sounddraw.io et pas .ai. Et ensuite, je vous garde le meilleur pour la fin, puisqu'il faut bien entendu qu'on trouve quelque chose d'assez exceptionnel dans cet univers. Vous avez Amper Music. Alors, c'est AMPER music, music.com. Et là, c'est Shutterstock qui fait ça. Hein. Alors, Amper Music a été certainement racheté par Shutterstock. Et donc là, quand on voit Shutterstock, on se dit « Ouh, il y a danger » parce que Shutterstock, ils sont déjà solides sur l'image. Si en plus, ils sont solides sur la musique, ça va être quelque chose. Eh ben ouais, je vous laisse vraiment découvrir Amper Music parce que là, ça va très loin. C'est-à-dire que ce que vous avez sur SoundDraw, vous allez aller bien au-delà et vous allez pouvoir générer une musique qui va vraiment être pile poil comme vous le voulez. Et vous pouvez même, et c'est le cas aussi sur SoundDraw, vous pouvez importer des tendances que vous aimez. Et il va vous recréer de la musique comme les tendances que vous voulez avoir. Et vous pouvez l'exporter. Vous avez ensuite des licences. Une licence qui va être personnelle, qui va coûter $5. Et ensuite, des licences professionnelles où vous n'allez pas aller le distribuer sur tous les réseaux sociaux, qui est un peu plus cher, jusqu'à la licence qui va pour les médias, où là, elle est sur demande. Mais la licence maxi qu'on peut utiliser, nous, en tant que société, sur tous les réseaux sociaux, qui doit être à $99. Par an? Non, à l'achat de la musique, ouais. Quand on a la musique qui va bien. Ok, donc tu crées ta musique et tu la payes une centaine de dollars. Alors non, tu la payes. Si tu l'utilises pour des fins personnelles, c'est $5. Si tu l'utilises pour des raisons professionnelles, mais sans l'avoir à la multiplier sur plein de réseaux sociaux, c'est $15. Donc on va dire entre 15 et $40, tu peux avoir une musique qui est faite sur mesure et qui ressemble en plus à des musiques que tu uploads et que tu veux ajuster comme tu le désires. Et pour rentabiliser l'opération, ce qui est intéressant, c'est que parallèlement, puisque maintenant tu génères ta propre musique, tu peux t'inscrire comme auteur. Non, sérieusement. Auteur comme instrumentiste à la SACEM ou à la SOCAN et demander des redevances à chaque fois que ton thème est utilisé. Exactement. Ben non, mais c'est ça. Non, c'est vrai. Et tu peux, tu la mets sur la place de marché en fait, puisque tu en es propriétaire. Tu l'as payée et tu peux la déposer sur des places de marché pour ensuite la mettre à disposition d'autres créateurs. Et je pense que les musiques... Et si tu as une licence, tu peux pas revendre cette musique. Il n'y a pas de licence, puisque c'est l'intelligence artificielle qui te le crée. Donc tu payes l'acquisition de la musique. Tu payes le travail que tu mets, le temps que tu donnes à l'application pour créer une musique qui va être celle que tu as envie d'avoir selon les critères que tu lui donnes. C'est comme ChatGPT et toutes ces intelligences artificielles. Le travail est comme, on l'a vu, DALL-E ou toutes ces applications qui vous permettent de générer des images en très haute qualité aujourd'hui. C'est le prompt qui fait la différence. Le prompt, je le rappelle, c'est les mots-clés que vous allez enchaîner qui vont faire en sorte que vous allez générer ce que vous allez générer. Et ça, vous êtes le seul. Donc en fait, aujourd'hui, celui qui... la valeur, elle est dans la qualité du prompt que tu vas faire. Elle n'est pas dans la compétence que tu as dans tel ou tel secteur d'activité. Et c'est ça qui est le plus ambigu dans toute cette intelligence artificielle. C'est le fait aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir un talent particulier, on a besoin d'avoir un talent dans les mots qu'on utilise pour arriver à un résultat final qui nous convient. Tout un débat. Est-ce que tu as quelque chose pour la post-prod? Est-ce que tu as quelque chose pour la post-prod pour nous? Est-ce que je peux rajouter un élément par rapport à... Puisqu'on est dans la musique? Non, d'accord. Non, alors je voulais terminer avant. Bruno. Non, mais je voulais quand même terminer. Alors je voulais en lister deux. Attends, Bruno voulait ajouter un élément pour la musique. Bruno. Attends, Bruno voulait ajouter un élément. Oui, parce que je vais terminer après avec la musique. Vas-y, Bruno. Vas-y, Bruno.
OK. Parce que ce que je trouvais intéressant, puisqu'on est dans le domaine de la musique, c'est l'initiative d'intelligence artificielle que Microsoft est en train de développer, mais qui l'a pas encore rendu disponible, parce que là, ils sont en train de développer l'outil qui va permettre de reconnaître une création qui a été faite à partir de cet outil-là. Et là, je ne vends pas le punch, mais l'application qui est à la base de l'intelligence artificielle, et probablement, Philippe, que tu en as entendu parler, c'est le Val-I. Et donc, qui permet, en utilisant uniquement 3 secondes d'un extrait audio, d'une voix humaine, de la reproduire. Alors, imaginez ce que ça veut dire. Un podcasteur ou une podcastrice pourrait aller faire le sampling de sa voix, 3 secondes, et puis après, juste en rentrant son texte, serait capable de se faire générer une narration complète de sa personne ou d'inviter qui il veut en utilisant une voix recréée à partir de 3 secondes. Alors, par exemple, moi, dans la prochaine édition de mon carnet, je viens de le mentionner, je pourrais avoir Stéphane Berthomet et Philippe qui discuteraient d'un sujet de mon choix et qui diraient absolument ce que je veux, mais avec leur voix. Ça serait formidable. Et la transition est toute trouvée parce que je voulais terminer avec un dernier lien qui est impressionnant et ça va totalement dans ce que tu dis, Bruno. C'est OpenAI. OpenAI, qui vous le connaissez, ChatGPT et DALL-E, toutes ces applications que vous pouvez aller voir sur OpenAI, qui ont bien entendu travaillé aussi sur la musique, qui s'appelle MuseNet. Et MuseNet, allez faire un tour sur OpenAI MuseNet. Le lien, alors c'est pas encore ouvert. C'est-à-dire que pour le moment, c'est une API. Donc, il faut aller sur openai.com/blog/musenet, MUSENET. Et là, vous allez voir, on prend 6 secondes de Beethoven et il vous recrée une sonate qui n'est pas celle de Beethoven, d'après les critères que vous voulez recréer. Donc là, pour l'instant, c'est pas encore ouvert sur le grand public, mais on connaît la capacité, la puissance d'OpenAI et ça risque de faire mal dans le futur. Mais ça c'est non seulement intelligent et brillant, mais en plus, ça va effectivement faire bouger les lignes. Par contre, tu vois, le truc qu'annonçait Bruno en disant avec la voix d'un animateur ou d'une animatrice, on est capable de reproduire le texte et donc finalement de ne plus faire de narration. J'ai l'impression des fois que ça fait partie des trucs qui sont des fausses bonnes idées. C'est-à-dire que au fond, quand tu écris ta narration, tu ne respectes jamais à 100% ta narration, même si tu es dans une série documentaire hyper travaillée, hyper préparée, t'adaptes toujours au moment où tu dis un mot, une liaison, un lien, une façon de le dire. Donc, peut-être que l'AI va être capable de reproduire ça et d'aller jusque-là. La limite, on est bien loin de la connaître. Mais quand même, pour l'instant, je trouve que faire sa propre narration, c'est adapter son texte au fur et à mesure et ça reste quand même la meilleure façon de le faire. Et si toi, t'as pas été jusque-là, j'aurais quand même aimé qu'on parle de deux applications ou deux logiciels qui utilisent l'intelligence artificielle. Je sais que Bruno, t'en connais une des deux, c'est Auphonic et l'autre, s'appelle eMastered. Et Auphonic est un logiciel qui permet, au fond, de faire un traitement du son et qui permet de... Et d'ajouter des métadonnées aussi. Exact, et de nettoyer le son. Ils sont plus ou moins... Je sais pas, Bruno, toi, tu l'utilises, hein, dans quelle mesure tu l'utilises? Explique-moi. Moi, je l'utilise systématiquement pour la livraison de mon carnet chaque semaine. Et donc, à l'intérieur quand je fais, par exemple, mon chapitrage, c'est à l'intérieur de Auphonic que je le fais. Et donc, ça me permet de m'assurer que à la fois, il est dans la description de l'émission, mais aussi dans le champ avec des tags. Et donc, Apple le reconnaît et les autres plateformes qui reconnaissent la technologie là, qui est utilisée par Ocha vont aussi reconnaître mon chapitrage qui est fait à l'intérieur d'Auphonic. Mais sinon, c'est du traitement de son et ça permet aussi de reformater dans le standard qui nous intéresse, autant au niveau du bitrate là, ou des choses qui sont... Mais il y a de l'intelligence artificielle? Oui, mais est-ce que... C'est allemand, ça, comme initiative. Est-ce que tu es satisfait? Est-ce que tu as déjà testé le mastering? Est-ce que tu es satisfait de leur formule de mastering? Oui. Écoute, je répondrai autrement. J'ai rarement été déçu et ça fait au moins 4 ans que je l'utilise de façon hebdomadaire.
Ok. Ben, écoute, moi j'ai testé eMastered, là, qui est certainement quasiment le même logiciel, qui offre beaucoup d'options et beaucoup de réglages notamment. Et ça m'a impressionné. Tu peux faire différents réglages. Évidemment, le niveau de masterisation, le niveau que tu veux pour des sons plus graves, des sons plus aigus, etc. L'équilibre entre les uns et les autres. C'est assez surprenant. J'avoue que c'est des solutions qui deviennent quand même vraiment intéressantes. Et pour la petite plaisanterie, là, pour l'anecdote, puisque je savais qu'on allait parler de ce sujet, j'ai demandé à un logiciel qui utilise l'intelligence artificielle, s'appelle Jasper. Je sais pas si vous connaissez Jasper, ça conçoit des textes ou toutes sortes des textes, toutes sortes de choses. Et je lui ai demandé de me concevoir un texte d'intro pour le podcastologue. Alors, vous allez voir, il y a une petite surprise dedans, et peut-être que là, on revient à ce que tu disais, ça dépend de la capacité à mettre les bons mots-clés, mais lui, voilà ce qu'il m'a fait. Il m'a fait « Bienvenue au Podcastologue, un podcast hebdomadaire consacré à l'exploration du monde fascinant des podcasts ». C'est déjà pas mal, je trouve. L'émission est animée par Stephen Smith, un passionné de podcasts et un intervieweur expérimenté. Alors, il y a une faute dans cette phrase, vous l'avez deviné. Je sais pas pourquoi il m'a appelé... je sais pas pourquoi il m'appelle Stephen Smith. Je pense que c'est ton nouveau que c'est nom mon nom d'artiste. d'artiste. Et alors, prenez ça pour vous. Dans chaque épisode, Stephen interroge des personnes intéressantes du monde entier et se plonge dans leur passion pour la production de contenu audio de grande qualité. Quand même, hein? C'est pas mal, hein? Et la prémisse, c'était quoi à ta demande? C'était rédige-moi une narration d'introduction au podcast, le podcastologue. Quand même. C'est pas mal. Et on résultat, s'entend, puisque il n'a pas été cherché sur Internet de l'information, là. Ben, je sais pas. Là, c'est là. Alors, Stephen, évidemment, c'est le prénom anglais, puisque Jasper fonctionne quand même en français. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des petits glitches sur l'anglais. Et alors, pourquoi Smith? Je sais pas. Il m'a pas donné de détails là-dessus. Oui, parce que tu veux pas le lire, en fait. C'est pas ton vrai nom, Berthomé. C'est ça, Berthomé, c'est pas le vrai nom. En fait, c'est un serial killer et il fait des podcasts sur le true crime, mais c'est un serial killer. Un céréal killer. J'en ai mangé beaucoup des céréales quand j'étais plus jeune. Mais je voudrais quand même qu'on fasse un petit bout, parce qu'il faut que je le fasse pour qu'on parle de mon test. Je voudrais qu'on fasse un petit bout sur ce que vous pensiez des logiciels qui vous fournissent les classements de vos... Est-ce que vous les avez déjà essayés? Est-ce que tu les as déjà essayés, Bruno? Podkite, Chartable, tout ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que moi, j'ai reçu des classements de Podkite et de Chartable qui n'avaient aucun sens, qui ne correspondaient ni à Ocha, ni à Apple Podcast, ni à ce que Edisound me donne, puisque comme Edisound est notre partenaire, bien j'ai des classements des players qui sont placés et ça ne correspond en rien. Donc je ne comprends rien du classement que me donnent Podkite et Chartable. Et évidemment, les deux ne me donnent jamais les mêmes classements. Et je pense que j'aimerais comprendre. Ouais, et je pense que c'est ça la prémisse qui est importante à garder en tête, c'est que peu importe le service qu'on utilise, si on a le malheur d'en utiliser deux, et c'est pire si on en a 3 ou on a 4, on n'a jamais les mêmes chiffres. Alors, en partant, ça, c'est douteux. Mais je te dirais que moi, personnellement, au début, là, il y a 6 ans, quand j'ai commencé mon carnet, je me suis abonné parce que j'étais curieux de savoir si ça allait générer quelque chose. Puis effectivement, ça fait 6 ans et plus, là, ça n'a jamais donné des chiffres exacts, sauf que, et c'est l'unique raison pour laquelle, de temps en temps, j'ai gardé les abonnements, là, et l'unique raison pour laquelle je regarde de temps en temps, j'ouvre le courriel, c'est que ça permet de savoir sur quel répertoire tu te retrouves, et sachant qu'il ne répertorie pas tout, mais par exemple dans l'écosystème d'Apple, qui est quand même important là, dans le monde du podcast, il te permet de savoir que t'es rentré, t'es ressorti, ou t'es rentré, mais puis t'es encore là, dans des marchés africains, par exemple, ou arabes. Et ça, j'avoue que, bon, puis européens, évidemment, là. Mais donc, pour un Québécois qui produit son podcast... Sauf que si les chiffres sont farfelus pour les classements, ça veut dire que peut-être que les entrées sont correctes, mais non, mais c'est ça. Quand même... mais ce que je trouve intéressant, c'est de savoir qu'on est apparu quelque part, bon, puis qu'on est sorti par la suite. Mais c'est la seule indication que je trouve intéressante, parce que le reste, je trouve rien de pertinent, sachant que il y a jamais les mêmes chiffres d'un à l'autre. Non, alors je pense qu'il faut d'abord pas trop faire attention aux chiffres, même si c'est vrai que c'est important quand on lance un podcast, qu'on se dit les chiffres. D'abord, il faut savoir comment fonctionnent tous ces classements. Chartable, derrière, c'est Spotify.
qui est propriétaire de Chartable et qui donc exploite des données comme il le peut et qui arrive à récupérer, mais pas toutes les données, parce que si on prend... Bruno essaie de fermer sa bouteille, il n'y arrive pas. Je vous le dis puisqu'on est en visio, mais vous ne le voyez pas. Donc c'est compliqué d'être Bruno concentré quand on a Bruno qui ferme sa gourde. Et Bruno, il tournait le bouchon à contresens. Donc c'est sûr que ça se ferme pas dans ce sens-là. Donc, petite info pour nos auditeurs. En parlant de contresens, c'est justement un contresens que de faire attention aux chiffres, parce que de toute façon, ces chiffres-là, les plateformes qui vont vous les chercher n'ont pas toutes les données. Si vous voulez avoir un classement sur Apple Podcast, les seuls à pouvoir vous donner des résultats d'Apple Podcast, c'est Apple Podcast, parce qu'en plus, Apple Podcast ne référence que les gens qui sont identifiés, c'est-à-dire qui ont mis leur login et leur mot de passe. Ça, ce sont les données que les autres plateformes vont pouvoir récupérer d'Apple Podcast. Donc, si un Ocha va vous chercher les statistiques d'Apple Podcast, par exemple, et vous les rassemble, ce qui est, à mon avis, pas le cas encore, je pense qu'il vous Oui, c'est le cas. Il vous oui, envoie. c'est le cas. dans les statistiques de Ocha, tu as un onglet Apple Podcast. Vous ne récupérez que les statistiques des gens identifiés chez Apple. C'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas identifiés chez Apple, vous ne l'aurez que chez Apple. Vous ne l'aurez pas sur Ocha et les plateformes tierces qui, elles, n'ont accès que données ou quand les gens sont identifiés. Idem pour Spotify, idem. Donc en fait, chaque statistique ne pourra jamais être la même et vous pourrez jamais dans les classements avoir une représentativité globale de votre podcast. Et ça, c'est un des enjeux du podcast 2.0, du travail qui est en train d'être fait avec Podcast Index pour arriver à faire en sorte que dans le flux RSS, on intègre des datas et que toutes les datas puissent être rassemblées. Mais c'est toute une bataille aujourd'hui qui est très, très complexe. Est-ce qu'on peut s'accorder sur le fait de dire que certainement les données les plus fiables sont celles de ton hébergeur, d'une part? Je pense que là-dessus, on est d'accord, même si effectivement, comme tu dis, et ça c'est intéressant parce que finalement... Mais pas sûr, même pas sûr. Non, mais ça veut pas dire... Pas sûr. En tout cas, a priori, c'est les plus fiables, selon moi, parce que c'est lui qui les collecte de la meilleure façon, puis qui collecte ses propres données aussi. Mais comme tu dis, sur Apple, par exemple, il ne collecte que les données des gens qui sont identifiés, mais c'est déjà un bon indicateur. Ah oui, ça veut dire que tu devrais en avoir plus. Ça veut dire que tu vas en avoir plus. Général, normalement, tu en as plus, mais après, rien n'empêche des Deezer ou Spotify de mettre en cache les fichiers MP3, même si je sais qu'ils le font un peu moins, mais ça a été le cas pendant un certain temps. Mais ils l'ont déjà fait. Et donc là, tu ne peux pas savoir du tout ce qui se passe chez un Deezer ou chez un Spotify. Donc en fait, je pense que c'est représentatif, en effet. Le plus représentatif, c'est ton hébergeur, mais tu n'as pas la data. Et chez ton hébergeur, tu as, alors même qu'il soit IAB, c'est-à-dire qu'il soit certifié par l'IAB, qui est l'organisme international qui est un peu comme la CPM, sauf que c'est gratuit et ça donne une certification aussi, faut le rappeler. Oui, puisqu'on le rappelle, Ocha est maintenant certifié depuis quelque temps. Tout IAB. à fait. Donc, et qui change un peu la manière dont est calculée l'audience par rapport à la CPM, même si la CPM c'est ajusté à l'IAB et à peu près les mêmes normes que l'IAB. Donc en fait, ils font à peu près le même boulot. Sauf que la certification, vous l'avez chez IAB gratuitement, alors que vous devez payer chez la CPM. Au niveau de l'IAB, vous avez toujours cette complexité d'adresse IP qui fait que si vous commencez à écouter un contenu sur votre téléphone, vous continuez dans la voiture et vous continuez chez vous, ça compte pour 3 personnes. Ouais. Ou si, comme Bruno, vous êtes une grande famille et que vous écoutez tout ça depuis une seule adresse IP, ça fait une seule personne. Et voilà, c'est bien idée triste. doublonne, exactement. Donc en fait, on a toujours c'est perfectible et pourtant on pensait qu'avec le numérique, on arriverait à enlever et à être parfait en termes d'audience. Et avoir des données ultra précises, finalement, c'est pas autant le cas qu'on le pensait. Donc c'est pour ça, ne regardez pas vos données. Ouais. Et, ou considérez-le comme une indication, comme un point de repère, mais sans focaliser trop là-dessus, parce qu'effectivement, si vous avez 4 points d'entrée de statistiques d'écoute, vous allez avoir 4 chiffres différents, sans parler du fait que certains s'appuient sur les téléchargements, d'autres les écoutes commencées, les écoutes, etc., etc. On clôt le débat là-dessus. Ouais, je pense que là, on clôt le truc, mais là ce qui est important, je pense, c'est
surtout la progression, c'est-à-dire quel est votre pourcentage de progression. Si votre pourcentage de progression est de 1% par mois, vous posez des questions. Si elle est de 15-30%, là, c'est que vous savez que ça augmente. Et je te dirais le taux de rétention. Moi, je crois que ce qui est important aussi, c'est d'avoir un très bon taux de rétention. Parce que un podcast écouté par 300 personnes à, mettons, 90% de l'épisode, ça veut dire que les gens ont quasiment écouté le podcast jusqu'au bout à chaque fois. Ça fait comme si tu donnais une conférence dans une salle de 300 ou 400 personnes toutes les semaines, si tu es hebdomadaire, par exemple. Ce qui est quand même en termes de portée, qui est quand même très impressionnant. Donc, la rétention, pour moi, c'est le chiffre clé. Vaut mieux un petit nombre d'écoutes avec une excellente rétention, ce qui veut dire que, 1, les gens aiment ton podcast, 2, tu fais quelque chose qui est de qualité, tu intéresses ton public, tu vas le garder, tu vas le capter dans le long terme, parce que si les gens aiment ce qu'ils écoutent, ils vont continuer à l'écouter. Donc, c'est vraiment un des indicateurs les plus vertueux, les plus intéressants à prendre en compte, plutôt que de chercher à avoir... Vaut mieux avoir 300 personnes en 90% de rétention que d'en avoir 1500 à 10%. Ça, moi, j'en suis absolument convaincu. C'est captif. Exact. Tu es vraiment avec les gens. Et donc, pour des éventuelles marques qui auraient envie de se profiler, que l'animateur valide, parce que c'est toujours la meilleure manière de faire de la pub, c'est parce que l'animateur trouve que le produit est intéressant et il veut en parler. Ce qui les intéresse, c'est ça. C'est combien vont croire ce que l'animateur va dire par rapport au produit qu'il présente, et combien vont aller souscrire derrière ou s'inscrire s'il y a une inscription qui doit être faite. Ouais, et tu as raison de souligner ça. Le taux de rétention, c'est un indicateur de confiance du public dans l'animateur, mais dans le podcast en tant que tel. Ouais, dans tout. Effectivement, dans le contenu en tant que tel. Et alors, justement, pour finir sur cette histoire de classement, j'ai fait un petit test. Là, je voulais vous garder la surprise, mais j'ai fait un essai parce que j'ai lu un article qui a été publié il y a déjà très 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 longtemps, plusieurs années, qui expliquait que sur les marchés justement du podcasting, sur les stores de Apple dans tel ou tel marché, le taux de variable est pas toujours aussi important qu'on croit. Donc dans cet article-là, ils expliquaient que parfois quelques commentaires et quelques bonnes notes peuvent amener une variation importante du podcast. Je me suis dit, mon Dieu, c'est quand même assez surprenant. Est-ce qu'on est capable de faire bouger un podcast dans un palmarès avec des commentaires, avec quelques commentaires? Et donc, j'ai sollicité une quinzaine d'amis et de proches en leur disant, s'il vous plaît, cette semaine, mettez une bonne note et un commentaire au podcastologue, en leur donnant le lien du podcastologue. Et donc, la plupart d'entre eux l'ont fait. Et dans les 3 jours qui ont suivi, le podcast a augmenté de près de 50 places dans le classement Apple Podcast au Canada. J'ai pas regardé le classement en France parce que j'y ai pas accès ici, et en même temps je me fie pas à Chartable, mais eux aussi me signalaient une augmentation dans le podcast. Mais c'est quand même surprenant de voir que avec 5-6 commentaires dans la même semaine, tu gagnes un quart du classement des 200 meilleurs podcasts dans ta catégorie. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe là, et c'est une petite recette qu'on peut donner aux gens. Quand vous lancez votre podcast, quand vous démarrez votre podcast pour la première fois, monopolisez des gens autour de vous, demandez-leur de venir très rapidement mettre des commentaires et mettre une bonne note, et ça va aider votre podcast à apparaître dans les classements. Et on sait que les algorithmes aiment beaucoup les podcasts qui démarrent bien, donc c'est un petit plus à mettre dans votre escarcelle au lancement du podcast. Mais c'est quand même surprenant de voir que sur un marché comme le Canada, on est capable de faire gagner des dizaines et des dizaines de places à un podcast avec quelques commentaires positifs. Mais Stéphane, la technique que tu as utilisée, c'est la même technique que les auteurs et les maisons d'édition utilisent sur Amazon pour faire grimper leurs livres dans la liste des best-sellers dès leur sortie. Là. C'est intéressant de voir que maintenant, ça fonctionne sur Apple Podcast. Je me doutais bien que j'avais rien inventé. Mais c'est intéressant de voir que ça fonctionne pour le podcast aussi. Là. Et on va pas parler d'intelligence artificielle qui va générer des commentaires automatiques. Ouais, mais si, il faudrait qu'on en parle un de ces quatre, parce que ça aussi c'est intéressant. Non, mais ce sera bon de le voir, parce que faut le mettre en parallèle avec les click farm, les usines à clics, où on sait que ça fonctionne pas. On en a déjà largement parlé. Mais toi, Philippe,
Et on va finir là-dessus parce que je pense qu'on a donné à peu près tout le stock qu'on pouvait cette semaine. Mais toi, Philippe, tu penses que l'intelligence artificielle, à un moment donné, va être une ressource pour aller jouer sur ce volet-là? C'est déjà le cas sur Instagram. Moi, vous avez des outils d'intelligence artificielle qui vont bien plus loin que ces fermes à clics qui ne sont pas intelligentes. Ils ont rajouté le côté intelligence artificielle dedans, ce qui fait qu'en fait, au lieu de poster des centaines et des centaines, ils ne font que 1 ou 2 commentaires par jour. Ensuite, ils changent les noms, ils changent les... Donc, il y a toute une intelligence qui est faite comme si c'était humain et les serveurs d'Instagram, de Facebook, de Twitter ou d'autres plateformes ne peuvent pas identifier que ça n'est pas humain. Et ça, c'est tout le problème. Et il y a même des comptes qui existent depuis très longtemps, qui sont utilisés dans ces bots, dans ces robots à intelligence artificielle, qui font qu'on a l'impression que c'est vraiment un humain. Et étant donné qu'il n'est pas répété de manière trop récurrente, personne ne peut savoir que c'est faux et personne n'arrivera jamais, sauf parce qu'ils changent leur adresse IP aussi, donc à tracer si ces personnes sont vraiment existent vraiment ou pas. Et Stéphane, pour nourrir ton imagination, sache qu'il y a un marché des vieux comptes qui existent sur le Darknet, ouais. Et donc qui permet d'acheter des vieux comptes Instagram, des vieux comptes Facebook, des vieux comptes Twitter, justement pour pas que les gens qui développent des robots qui vont faire de la publication soient rapidement identifiés. C'est incroyable. Bon, écoutez, messieurs, je pense qu'on a fait le tour largement des différents sujets. Une fois de plus, c'était passionnant. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Philippe, merci beaucoup pour vraiment cette énumération impressionnante de solutions. Je pense qu'on va aller en tester quelques-unes cette semaine, puis peut-être qu'on pourrait s'en donner des nouvelles la semaine prochaine, enfin la semaine d'après. Je vais aller me faire des petites transitions musicales avec ça, Philippe. Merci. Ouais, honnêtement, à tester, moi j'ai été bluffé. C'est un article qui paraîtra dans podcastmagazine.fr. Vous avez vu, je l'ai pas dit souvent. Hein. Et mon carnet, on l'a entendu au moins 5 fois. Non, mais t'as un côté. Par contre, GoScript Media, t'as un peu de marge là. On peut le faire 5 fois. GoScript Media, GoScript Media, GoScript Media, GoScript Media. Philippe, tu as une marge de manœuvre assez importante. Là, je te l'accorde. Et c'est vrai que ce podcast est produit par GoScript Media, mais qu'on n'a pas besoin d'en faire plus de publicité que ça. Tout va bien. On peut être fier de ce qu'on fait quand même. On est très fiers de ce qu'on fait. Et surtout, j'en profite pour dire je pense qu'on est tous les trois très heureux et très fiers de faire ce podcast ensemble. C'est un bon moment, on a du plaisir à se retrouver, on discute, on apprend des choses. Moi, j'apprends énormément de choses avec vous et ça stimule aussi ma créativité, ça stimule mon désir de continuer à faire du podcast dans les meilleures conditions possibles avec les meilleures personnes. Je trouve vraiment qu'il y a un énorme bénéfice à faire cette émission avec vous. Tu vois, on est de l'école de la bienveillance. Voilà, on est là pour s'enrichir entre nous. Et Bruno, oui. Tu voulais lancer une polémique avant qu'on termine. Oh non, mais là, écoute, c'est tellement vilain de finir là-dessus. Allez, Bruno, vas-y. Il y a un sondage qui vient d'être fait aux États-Unis par Morning Consult auprès de 2200 répondants. Et là, je pense tellement à Stéphane quand j'ai lu ça. 46% des répondants disent préférer les podcasts qui incluent de la vidéo et 42% qui optent pour des podcasts uniquement audio. Bref, si on se fie aux Américains qui ont répondu, le podcast avec vidéo est en train de détrôner tranquillement pas vite le podcast uniquement d'audio. Bon, alors, moi, d'abord, faut dire aux auditeurs et auditrices que on me prend maintenant comme le taliban du podcast audio. Ok, là j'ai compris le rôle qu'on me fait jouer. Je suis l'ayatollah de l'audio natif et du podcast natif. Voilà, j'allais l'ajouter. Merci Philippe. Bon, alors je vais endosser ce rôle et je vais le garder. Mais moi, je trouve, Bruno, que ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que on parle pas de podcast, on parle de podcast et de vidcast. De contenu audio-vidéo. Donc oui, les gens préfèrent majoritairement du contenu audio-vidéo, donc des vidéos, comme on dit couramment, et d'autres préfèrent le podcast. Mais pour moi, ce sont deux données différentes. Cette étude-là, à mon sens, avec mon interprétation ayatollesque de l'audio natif, cette étude-là, elle a confondu la vidéo
et le podcast natif, c'est tout. Donc, malheureusement, pour aller dans le sens, mais pour aller dans le sens de Bruno et pour terminer sur une note très faites de la très peine sympathique, avant de partir, c'est ça. En fait, James Cridland et Matt Degan, qui sont quand même les deux futurologues de la radio, il va sortir les gros noms. Il sort les noms. T'as vu, il se cache derrière des gros noms. Passionnés par l'audio, par la radio et fermes défenseurs du média audio tel qu'il est sans vidéo, sont tous unanimes sur le fait que si on ne filme pas sa vidéo et qu'on ne la met pas sur YouTube, on perd énormément en référencement, sachant que YouTube est le deuxième moteur de recherche après Google. C'est vrai, mais tu as raison là-dessus. En fait, je pense qu'on a tous plus ou moins raison, dans le sens où, bien entendu, si on veut aller gagner un autre public, si on veut aller chercher plus de public, si on veut avoir un meilleur référencement parce qu'on va aller toucher un panel plus large d'auditoire, YouTube est indispensable et je ne remets pas du tout ça en cause. Le podcastologue est disponible sur YouTube. Évidemment, D'ailleurs, on salue les gens qui nous écoutent. On les salue et on met pas la vidéo, mais on pourrait mettre la vidéo, pourquoi pas. Mais je crois que ça ne change rien si tu vas écouter notre contenu en audio ou en vidéo, donc je vois pas la valeur ajoutée de la vidéo. Mais ceci dit, c'est sûr que si tu crées une vidéo, tu vas aller toucher un autre public, donc tu vas augmenter ta visibilité. Mais ça n'est pas une obligation, c'est pas systématique. C'est pas une obligation. T'as pas obligatoirement à faire ça. Mais Sylvain Gire, qui est quand même le pionnier aussi, on était ensemble à la soirée de l'UNESCO où on parlait de podcast et où il indiquait que lui, il n'est pas non plus fan de YouTube, mais que un tiers de son audience venait de YouTube. Je suis content que tu le mentionnes, Philippe, parce que si je me fie à la même étude, il y a un tiers des répondants qui disent regarder ou consommer du podcast sur YouTube. Ensuite, Spotify, ensuite Apple Podcast. Mais c'est pour montrer l'importance que ça... Peu importe que ce soit en audio. Et quand tu dis du podcast, ça veut dire du son et que ce soit en audio ou pas. En vidéo. Oui, non, mais... donc non, mais ça, c'est très simple. Arte, il ne met absolument pas de vidéo, il met une image fixe. Hein. Comme mon carnet. Désolé de le mentionner. Mais c'est de la découvrabilité. Moteur de recherche. Deuxième moteur de recherche après Google. Et on est d'accord là-dessus. On est tous d'accord là-dessus. Et sauf que il faut quand même juste pas oublier que il y a une grande partie du podcast natif qui est, à mon avis, une partie extrêmement intéressante et constructive de ce qu'est l'univers du podcast, qui est, par exemple, le documentaire ou la fiction. Donc, cette partie-là de l'univers du podcast ne sera jamais compatible avec la vidéo. Et chacun fait ce qu'il veut. Si on veut aller chercher un nouveau public, on peut se mettre sur YouTube, on peut ajouter de la vidéo, on peut ajouter de l'animation. Tu vois, nous, par exemple, ce qu'on avait fait avec la deuxième saison de mon podcast L'Ombre du Doute, qui est un podcast d'enquête, évidemment, on n'a pas ajouté de la vidéo à ça, mais on avait fait faire il y avait de l'image, une animation, c'est ça. On avait fait faire un court extrait d'un épisode qui avait été fait en motion design, en animation, et on l'avait diffusé sur YouTube. Et sur les réseaux sociaux, évidemment, Facebook et tout ce que tu veux, il y avait eu beaucoup de retours positifs à cette animation-là. Mais c'est un outil marketing, c'est un outil pour aller chercher de la clientèle. Stéphane, si je peux me permettre, en 2019, donc avant la pandémie, j'ai fait une expérience pendant 6 mois. Et j'ai fait une version écourtée de mon carnet qui durait 30 minutes. Avec de l'information technologique, ce que je fais en 10 minutes sur mon carnet, la version audio, j'avais 3 fois le visionnement sur YouTube et sur les autres plateformes. Là, j'avais 3 fois l'auditoire, mais en vidéo, comparativement à la version audio. Et pourquoi t'as arrêté? Parce que ça m'intéressait pas de faire de la vidéo. Parce qu'il veut faire du podcast. Non, mais vous soulevez une vérité. YouTube est un des vecteurs de communication le plus performant à date. C'est sûr, mais sauf que nous, on fait du podcast. Audio. Voilà. On a choisi la voie la plus difficile. On a choisi le petit chemin par rapport à l'autoroute de l'information. Voilà. Faites-en ce que vous voulez. À vous de choisir. C'est une bonne conclusion, non ? Voilà, c'est une bonne conclusion. Alors, je vous rappelle quand même que vous pouvez aller sur les réseaux sociaux. Le café du podcast vous permet d'échanger, de discuter. Il y a l'infolettre, le podcastologue sur LinkedIn. Tout ça nous amène à la fin de cette émission, le 5e épisode du podcastologue. Moi, je trouve que ça va assez vite quand même. Je vous remercie, messieurs, Philippe, Bruno. C'est toujours passionnant de discuter avec vous. On sera là la prochaine fois. Ah ouais, puis merci Stéphane, parce que comme animateur, c'est bien. Hein?
Ouais. Vous êtes gentil, merci. Bon, je vous rappelle quand même que ce podcast est une production Ghostscript Media, qu'il est réalisé par l'excellent Bruno Guglielminetti et moi-même, que la musique que vous avez entendue n'est pas générée par une intelligence artificielle, mais qu'elle vient du catalogue de Ban Music. Je remercie aussi notre partenaire Eddie Sound. On se retrouve la semaine prochaine avec un podcast consacré à une entrevue. D'ici là, n'hésitez pas à dire en commentaire sur Apple Podcast et ailleurs tout le bien que vous pensez de cette émission. Lisez le magazine Podcast Magazine, écoutez mon carnet et vous allez apprendre presque autant de choses que l'émission d'aujourd'hui sur les nouvelles technologies. Oh, presque. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a presque fait du bon carnet. On va rectifier ça au montage, Bruno. Je veux pas marcher sur tes plates-bandes. Donc, dites autour de vous le bien que vous pensez de cette émission. Nous, en tout cas, on a beaucoup de plaisir à le faire. Recommandez-le à vos amis. Je vous dis à tous et à toutes à très bientôt et que l'audio soit avec vous. Why does it have to feel so good? I knew it, I had to go. Move a little faster. I thought that I forgot. So give me a sign, baby. I wish that I could step inside. Move a little faster. Oh, why? Move a little faster. Move a little faster. I knew it, I had to go. Move a little faster. Step inside.